On va redémarrer et rebondir sur la question. Le questionnaire est parti là, il est où? On va rebondir sur la question d'Antoine qui s'interrogeait sur le fait que, voilà, d'après les exemples qu'on a vus, il semble que ces modèles soient assez efficaces pour répondre à la réalité socio-économique. Et en même temps, voilà, ça demande des porteurs de projets assez motivés, assez impliqués. Et donc la question est comment faire pour éventuellement essayer de diffuser, d'amener à davantage de création de structures de ce type dans le domaine culturel. D'autant plus qu'il faut rappeler que ces nouvelles formes d'organisation qu'on a eu en exemple là sont une rareté absolue. On a des groupements d'employeurs dans la culture. Frédéric, il y en a combien en France? Quelques-uns, quoi. Enfin, c'est rien. On est dans la marge. Des coopératives, des formes coopératives de l'activité artistique, c'est quelques dizaines. On est dans la marge. Donc, ça ne veut pas dire que la forme associative est perdue, qu'il faut la... mais c'est quand même elle qui est encore largement dominante. Et la question, c'est l'énergie qui apparemment semble nécessaire pour se lancer dans un projet de coopérative de zone, l'énergie qu'a réussi à déployer Frédéric, l'énergie qu'a déployé Stéphane, ben, ils sont pas très nombreux, on n'est pas très nombreux à la voir. Comment faire en sorte que cette énergie se développe? Moi, je peux tenter alors un éclairage assez pro-coopératif quand même, parce que c'est ce que je connais le mieux. Je vous ai dit, donc on a cheminé pendant 10 ans sur un contexte un peu borderline quand même, parce qu'il n'y avait pas de loi qui encadrait en tout cas ces nouvelles générations d'organisation. Bon, on a profité d'une série de tirs quand même politiques avec Benoît Hamon en 2014, qui a été séduit par l'organisation et qui a permis de porter une loi. En tout cas, une loi cadre large sur l'économie sociale et solidaire, mais avec 2 articles fondamentaux pour les coopératives d'activité qui reconnaissent et le statut de coopérative d'activité et le statut d'entrepreneur salarié au sein de ces coopératives. Les discussions qu'on a eues avec le politique à cet endroit-là, c'était comment séduire l'opinion publique avec ces formats qui étaient jusqu'à maintenant dans un entre-soi incroyable. C'est-à-dire que vos coopératives, c'est 3000 maximum coopératives en France de travail. Tu le disais, c'est quelques trentaines dans la culture. Enfin, ça reste très small is beautiful. Et ce qui a séduit alors, légiférer, déjà, c'était pas rien, parce que proposer une loi cadre à cela, c'est vrai que là, on voit une espèce de boîte de Pandore qui s'ouvre, en tout cas, où il y a pas mal d'expériences aujourd'hui, d'acteurs bottom-up, dans les territoires, que ce soit sur les AMAP, que ce soit dans l'économie numérique, les économies collaboratives, qui sont plutôt séduits par ces organisations organisées, mais quand même relativement alternatives. D'ailleurs, on visite un peu l'adage marxiste de Capital, Travail, Talent, là. On le revisite aujourd'hui en 2016, après quand même une domination quand même de 3 siècles sur autre chose, en tout cas. Ça renvoie effectivement à les enjeux démocratiques et surtout quelle démocratie dans l'entreprise. Parce que si effectivement on incarne en tant que porteur de projet un système, on peut les s'aimer, on peut s'en inspirer, mais ça ne suffit pas. Ce qui a séduit aussi le législateur quand même par rapport à ça, c'est le projet de gouvernance qui a derrière tout ça, de ces organisations. Et la gouvernance, c'est-à-dire que le pouvoir dans une coopérative, bon, vous savez tous, mais en tout cas il est sur le principe d'une personne une voix, quel que soit le capital détenu par la personne. Moi j'ai été élu 3 fois de suite maintenant gérant de cette coopérative, ça veut dire que j'ai un mandat que 4 ans. Et que même si j'ai mis un peu plus d'argent que les autres dans la coopérative en tant que fondateur, si demain je m'en vais, mes héritiers en profiteront. Pas mes héritiers familiaux, mais les coopérateurs eux-mêmes. C'est-à-dire que la démocratie qui fonctionne dans ces coopératives, c'est on élit un gérant qui est responsable de l'organisation de cela. C'est pas de l'autogestion non plus. Ce sont des sociétaires qui viennent de la base, qui vont élire entre eux un gérant pour se préoccuper de cette affaire, de cette organisation. Ça veut dire que là, il n'y a rien qui est rapatrié chez la personne. Demain, je peux ne plus être gérant. C'est déjà pas rien, quand même. Et je n'ai pas le pouvoir. Deuxième chose, quand même.
Le capital travail-talent, ça veut dire que le capital, c'est nécessaire, les capitaux sont nécessaires pour nos besoins de trésorerie, des fonds de roulement, et sont construits par les associés eux-mêmes. Ce capital est construit par les associés eux-mêmes, voire des apports extérieurs, mais avec des pondérations de poids qui font qu'on respecte quand même les notions d'égalité de pouvoir, en tout cas dans la coopérative. Mine de rien, dans le contexte actuel, ça séduit. Ça séduit beaucoup d'expérimentation, d'organisation aujourd'hui, de jeunes générations qui se disent comment on s'organise pour travailler autrement en tout cas. Mais pour autant, ça séduit. Mais est-ce que les Fab Labs, est-ce que l'économie collaborative aujourd'hui est prête à cet engagement plus? C'est-à-dire dans l'informel, on fait les choses, on collabore sur des trucs, sur des éphémères. La coopérative l'envoie à un autre endroit encore. Hein. C'est un endroit, si je puis dire, supérieur. C'est de se dire le souci de l'autre, d'un point de vue philosophique. Et ce souci de l'autre, il faut déjà être assez bien dans ses bottes pour penser au souci de l'autre, au souci de l'autre. Donc il y a tout quand même un questionnement aussi philosophique derrière une coopérative, mais qui est prête à essayer, qui est prête à déborder entre guillemets de cet entre-soi. Si on fait une analogie au 19e siècle, quand même, la tradition des SCOP d'aujourd'hui, c'est quand même la tradition compagnonique, hein, c'est des artisans qui se réunissent en coopérative de travail. Ce qui a fait changer les choses dans le monde coopératif, c'est de passer au stade suivant, donc au début du XXe siècle, sur la coopérative de consommation. Là, on touchait, on dirait, un vrai changement d'échelle. Les coopératives de travail, de production, c'était malgré quand même un contre-pouvoir par rapport aux dominants, avec le capitalisme industriel. Mais ce qui a vraiment fait mouvement dans le monde coopératif, c'est la coopérative de consommation avec Charles Michel. Hein, et là, on change vraiment de l'échelle. Je pense qu'aujourd'hui, sur les territoires tels qu'on les vit, convoquer les usagers, des bénéficiaires, des bénévoles à être sociétaires des sites dans l'agriculture, dans tous ces systèmes aujourd'hui de proximité. Hein, tu parlais de la notion de proximité, c'est quand même très important. Ben, ça fait que si on prend par exemple l'autopartage, la société Citis qui est à Strasbourg aussi, les sociétaires, ce sont pas des voitures. Et son haut de bilan, il est quand même confortable. Mais voilà, on voit bien que ce type d'expérience met à jour en tout cas qu'on peut faire autrement. Et on ne peut pas le faire à petite échelle. Il faut arriver à céder finalement sur en tant que porteur de projet, en tout cas à se dire je lâche. Je lâche, c'est-à-dire je suis prêt à... Alors on contrôle quand même ce qui est en train de se passer, notamment pour la nécessaire relation d'apprentissage aux choses. Et là on se retrouve dans un territoire élargi, puisque depuis un mois, on a une grande région qui est un périmètre sacrément élargi en tout cas, pour évoluer dans cette grande région. Nous sommes entendus avec les gens de Lorraine et de Champagne-Ardenne pour voir comment on peut composer ensemble pour être plus costaud tout simplement, parce que là il s'agit vraiment d'un rapport de force, et il faut le construire. Et quand on est une coopérative d'intérêt collectif sur une région avec un périmètre pareil, il s'agit de mettre en place en tout cas ce qu'il faut sortir, j'ai envie de dire, de soi, enfin de sa chose alsacienne, ou de sa chose strasbourgeoise, ou de sa chose personnelle, pour penser effectivement quelque chose d'élargi. Mais là, on voit très bien que, par exemple, sur la Champagne-Ardenne, Lorraine-Alsace, on arrive à 1000 entrepreneurs salariés aujourd'hui. 1000 entrepreneurs salariés, c'est 1000 salariés en CDI, c'est pas rien quand même par rapport à mine de rien. Si ça peut faire effet, boule de neige, mais on a une loi qui l'accompagne. Et tant qu'on était... Donc le choc coopératif viendra dans cette acculturation nécessaire. En Allemagne, ils ont une coopérative par village pour faire leur électricité. Pourquoi ça marche en Allemagne? Pourquoi dans un village en France, on n'est pas capable de se mettre ensemble dans une coopérative pour produire notre électricité? Là, ça revient effectivement aux institutions qui sont pesantes parfois pour bloquer finalement certaines initiatives. Vous faire pression quelque part pour les institutions en plus de cette acculturation dans la pratique, il va falloir quand même s'organiser au niveau des institutions? Alors, tout à fait. C'est-à-dire que là, ça oblige à des engagements autres. Personnellement, par exemple, j'ai quitté un petit peu mon petit endroit, qui n'était pas si facile que ça quand même. J'ai dû m'engager avec prendre des mandats directement du mouvement coopératif pour être dans l'espace de lobbying, justement, vis-à-vis des institutions, c'est-à-dire travailler avec les législateurs et les administrations surtout,
ont accompagné ce projet de loi, je peux vous assurer quand même que là j'ai découvert la vie. Enfin, j'avais pas vu encore. Mais ça m'a obligé à m'engager avec un mandat, à prendre. Demain, je m'en vais à l'élection nationale pour aller traiter des choses pas sympas du tout, mais pas drôles du tout. Quoi. La révision coopérative, le truc vachement d'un glamour extraordinaire. Quoi. Donc là, on sort effectivement du champ de sa zone de confort, du champ local, mais tout simplement pour être aussi en lien avec les ministères qui travaillent aujourd'hui sur les questions des comptes professionnels, du dialogue social, enfin des endroits qui ne sont pas si évidents que ça, qui ne sont pas dans ma culture première, mais j'apprends, et on apprend, parce qu'il est nécessaire de toucher ces institutions et ces endroits pour qu'en plus ça puisse se répercuter sur les territoires. Dites pourquoi ça marche en Allemagne et pourquoi ils sont arrivés des tabous. Est-ce que vous pensez que le système fédéral allemand peut aider aussi, la forme politique en fait, peut aider au développement justement dans le système coopératif? Vous pensez que ça joue pas? Frédéric, tu connais, oui, je pense que c'est la même conséquence. L'État est fédéral pour les mêmes raisons. C'est pas l'État fédéral qui crée le potentiel mutualiste et coopératif, c'est parce qu'il y a cette pensée-là qui est très forte en Allemagne, due à une histoire, et à certains risques qu'on veut fuir. Ils ont quand même fait 2 empires en un siècle, nous on n'en a fait qu'un, et on a encore des souvenirs pas résolus par rapport à ça. Donc il y a quand même pas mal de choses qui sont liées aux mêmes choses, c'est-à-dire que pour coopérer, il faut faire une sorte de pari de Pascal moderne. C'est-à-dire que vous n'aurez pas à mesurer si l'existence avec ou sans Dieu. Voilà, c'est pas facile à peser. Et comme Pascal, je vous dirais parier. Parier sur le coopératif plutôt que sur le rapport de force. Après, c'est quand on est dedans qu'on se rend compte des effets que ça produit. Donc peut-être que les Allemands ont fait ce pari, que nous on ne tient pas à le faire parce que dans notre État-nation, il y a encore 2 tendances très tendues, c'est le jacobinisme d'un côté et le girondisme. Vous voyez, c'est pour ça qu'on revient vraiment aux racines de notre République. Les tensions n'ont pas bougé d'un iota. On reprend l'histoire de l'économie avant 1848. C'est-à-dire qu'on va rechercher les penseurs qui n'ont pas été salis par Ricardo et par des choses comme ça. Parce que là, on a de la pensée à 2 balles. Ricardo, c'est vraiment un truc. On va le mettre avec l'affaire et puis... Bon, bref, il y a un moment, c'est penser l'économie comme une chose déconnectée du réel, c'est une abomination, et se dire qu'on est utilitariste, ben, ça va mal finir. Donc à un moment, l'économie, c'est pour les humains, c'est pas pour elle-même. Donc si elle ne produit pas une plus-value pour les humains, elle n'a pas lieu d'être, tout ça. Ce que n'ont pas compris beaucoup d'économistes. Mais à partir de là, une fois que vous pensez ça, vous revenez à un moment qui est avant le printemps des peuples. Et vous revenez avec les questions de l'époque, c'est-à-dire, doit-on faire confiance aux Français ou pas? Quand vous êtes tombé sur un jacobin, quelque part, il vous fait un procès d'intention parce que vous n'êtes pas en centralité. Vous êtes un sujet encore de quelque chose. Vous n'êtes pas un citoyen, vous êtes encore un sujet. Donc il faut vous paternaliser. Donc à partir du moment où un ministère a encore cette mentalité, il va vous infantiliser. Parce qu'il va être votre père. Quand un président de la République vous promet de vous protéger, inquiétez-vous quand même. Pas indignez-vous, inquiétez-vous. Quand quelqu'un vient à la télévision en disant « je vous protégerai », moi ça me secoue ça. Enfin, c'est peut-être moi qui le protège d'ailleurs pour l'instant, c'est pas lui qui me protège. Donc je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Mais, et de l'autre côté, vous avez des gens qui font le pari de faire confiance aux humains, en disant « je ne fais pas de procès d'intention aux tensions des humains, ils sont comme ils sont, je ne vois pas pourquoi on en inventerait d'autres que ceux qui existent, ils ont des bons et des mauvais côtés. Simplement, il faut que le système coopératif règle les conflits. Donc, si on croit que le système coopératif, parce que c'est une voie, un homme, sans sexisme, un homme, une voie, une espèce d'abolition de la propriété privée pour partir vers une propriété collective, c'est pas grave, finalement, de partager une voiture, c'est pas grave de partager un livre. Il n'y a rien de grave. Après, il y a un abandon de souveraineté, c'est vrai, mais abandon de souveraineté, vous voyez bien le mot. Il nous vient encore d'avant la Révolution, souverain. On est vraiment dans une pensée souveraine en France. Elle est très très inscrite à la fois dans les gouvernants et en nous. Et lâcher ce pouvoir, faire confiance aux autres, c'est toute une gymnastique cérébrale qui n'est pas dans notre éducation.
et qui n'est surtout pas dans l'éducation des Allemands. Vous prenez, par exemple, les méthodes éducatives allemandes et françaises, qui sont pratiquement les mêmes, elles sont toutes les deux scolastiques, il y a un maître. Il y a un maître qui dit le vrai, vous avez des élèves qui sont devant lui et qui vont redire ce qu'il vient de dire. Sauf que quand vous enseignez en France, on vous demande de vous fermer votre gueule, et quand on est en Allemagne, on vous demande de l'ouvrir. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il n'y a pas le même rapport, c'est-à-dire non seulement il y a un maître, mais en plus il faut se taire. C'est-à-dire vous ne pouvez pas mettre dans votre perspective les enseignements qui vous délivrent. En Allemagne, immédiatement, vous dites un truc qui est un peu une espèce de jugement de valeur, immédiatement vous avez quelqu'un qui... Vous êtes sûr de ce que vous avancez, monsieur ou madame? Là, je pense que vous allez un peu vite en besogne sur la relation de la cause et de l'effet. Et tout de suite, vous voyez que vous avez affaire à quelqu'un qui vous écoute, qui se pose des questions sur ce que vous êtes en train de lui délivrer. En France, non. En France, non. A priori, ce n'est pas le comportement qu'on demande à l'étudiant, on ne lui demande pas de réagir. Donc à partir de là, ce n'est pas aménagé, ça s'hérite depuis la petite enfance jusqu'au bout. Et à un moment, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait pas de coopérateurs en France. Puisque coopérer, ça veut dire trouver une solution à ses propres problèmes qui peut disconvenir à l'ordre général. Peut-être disconvenir, pas sûr d'ailleurs. Mais en tout cas, qui vient adapter quelque chose de central à une donnée locale. Tout ça, en ce moment, ce n'est pas en train de se construire. Un élément moi, qui me donne un peu d'espoir. Oui, mais j'en doute aussi. La question d'Antoine, c'est de savoir comment faire pour qu'il n'y ait plus de porteurs de projets, animés comme vous l'avez été vous, aboutissant à un projet. Moi, je pense que de façon extrêmement concrète, une journée comme celle-là, portée par des élèves de Sciences Po, centrés sur ce sujet, montre que des velléitaires, des porteurs de projets, ils sont là. Vous n'êtes pas unique. C'est-à-dire que je crois que la solution à cette question-là, elle est dans la salle. Mais en même temps, je ne suis pas sûr que ce soit une structure d'amorçage de la coopération. Une structure de transformation. C'est-à-dire que les choses préexistent et tout d'un coup, elles décident de s'assembler. C'est très difficile de décréter un collectif alors que rien n'existe. C'est une forme, c'est une superstructure, ce n'est pas une infrastructure. Vous posez une superstructure sur l'existant, vous faites un périmètre, vous rassemblez les gens, vous les mettez en contact et ils coopèrent. De dire je décrète la coopération ex nihilo, il y a quelque chose d'un peu bizarre. Oui, mais vos exemples montrent que c'est pas tout à fait ça. Enfin, mais nos structures préexistent. Non, il faut au moins qu'on soit deux. Bah oui. Non, il y a quand même effectivement, le cœur de métier par exemple Artorel, c'est quand même un apprentissage à la coopération. C'est-à-dire qu'il y a un cadre juridique qui est SCOP, coopératif, qui va donner les règles, et ensuite les règles vont s'instituer à l'intérieur par les coopérateurs eux-mêmes, ceux qui veulent le devenir. Parce que ça ne se décrète pas. Donc il y a des lois symboliques de la coopération qui sont à connaître, à comprendre en tout cas, et qui ne sont pas innées de fait. Bon, parce que nos éducations ne sont pas ni de Freinet ni Steiner, elles sont ailleurs, quoi, notamment en France. Donc il faut du temps. Et après, la loi de Pareto revient en force, c'est-à-dire que moi, je vois, il y a à peu près 20% de coopérateurs sur l'ensemble, sur 80% qui vont partir. Parce que le modèle implique des renoncements, implique du bien collectif et moins l'intérêt individuel. On renforce l'individuation, mais on perd sur l'individualité et c'est gênant pour nos cultures. Donc il y a plein d'endroits où il faut travailler. Alors, comment on arrive à mettre cette sauce coopérative dans une coopérative justement d'apprentissage à la coopération? C'est assez homéopathique. Hein. C'est-à-dire qu'on est parti plutôt du principe d'être dans l'action. C'est-à-dire coopérer, on va juste le vérifier par l'action de coopérer. On a des règles qui vont... Il y a un cadre théorique qui dirait les lois symboliques de la coopération passent par des bienveillances réciproques, contractuelles, pour arriver à innover dans une communauté. Et puis il y a un processus qu'ils traversent avec de la confiance, des moments de délibération à faire ensemble, des arbitrages, des dissensus qui ne sont pas gênants, gérons le conflit. Enfin, voilà, on arrive jusqu'à un moment donné à une reconnaissance qui viendrait aboutir qui finirait le processus sur l'appartenance à cette communauté. J'appartiens à une coopérative, c'est une marque symbolique très forte, quoi, où je n'y appartiens pas. Et donc tout le processus d'accompagnement et d'éducation va passer par cet accompagnement-là. Donc on le fait comment? On renforce l'individualité de la personne. Il faut que tu gagnes ta croûte avec ce que tu fais, multi-activité ou pluriactivité, on y va. Et puis on commence à des collaborations à l'intérieur en montrant que
finalement, l'intelligence collective autour du plateau repas ou sur un business, ça a du sens quand même. Et ensuite, c'est ces personnes-là qui vont décider de coopérer sous l'angle d'une loi symbolique qui est la coopération. Et in fine, au bout de 3 ans, c'est le parcours du futur coopérateur, il décide, de façon volontariste, je deviens sociétaire. Là, c'est gagné, quand on arrive là. Et sociétaire, c'est une des nouvelles règles de démocratie à l'intérieur de la coopérative. Donc, les CAE, les coopératives d'activité, c'est vraiment un outil d'apprentissage à ses futurs scopes. Et on essaie de faire valoir ça au niveau du mouvement coopératif parce que créer sa scope de façon ex nihilo, ça a été bon dans les années 70, ça a été bon fin du 19e siècle. Là, il y a encore un peu de boulot. C'est pour ça qu'on a pas beaucoup d'expérience encore. Mais on voit par exemple que les sociétés coopératives d'intérêt collectif, là, prennent le pas sur les scopes. Coopératives de travail, c'est une chose. Les SIC, qui sont plus plastiques, si je puis dire, pour réunir des usagers, avec des bénévoles, avec des machins. Ça ressemble un peu aux assos, quoi. Mais ça ressemble. Donc là, ça prend en France. Hein. Et puis peut-être plus globalement, pour revenir plus spécifiquement au monde de la culture, de toute façon, il va falloir. Et ça, c'est plus clair. Il faut se réinventer, quoi. Il faut se réinventer collectivement dans le monde de la culture. Il faut se réinventer une vision, donc il faut se réinventer des modes de fonctionnement. Et la réalité va nous pousser tous les uns les autres à fonctionner différemment. Parce que ce qu'on s'est contenté de faire, moi je vois, on a nous en tant qu'employeur je dois c'est le syndicat, on a un syndicat patron qui s'appelle le SADEAC, et la vision politique du SADEAC, elle est complètement dépassée, quoi. Si on est derrière les mots, c'est en gros le SADEAC, c'est défendre nos subventions, défendre nos chômeurs, enfin nos intermittents, nos chômeurs. Et ça, c'est tout le dit par la société dans son ensemble, et pourtant, on est tous convaincus dans la culture que une société sans culture, donc sans nos institutions de structure, n'est pas une société vivable ni viable. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on se réinvente un discours, une vision qui soit audible par tout le monde, et même qu'on réinvente nos relations avec nos spectateurs, qui sont, au lieu de les appeler les spectateurs, peut-être c'est là aussi, peut-être c'est avec eux qu'il faut coopérer, avant même de coopérer entre eux. Et là, il faut aussi on parlait tout à l'heure d'indicateurs. Nous, on est vraiment victimes des indicateurs qu'on nous impose et qu'on accepte. Hein, mais par exemple, on est jugé, ce que disait Frédéric tout à l'heure, on a été jugé pendant des années sur les taux de fréquentation, sur la fréquentation. Donc, on annonce tous un nombre de spectateurs. Et on se garde bien, on le sait que ce n'est pas un nombre de spectateurs, c'est un nombre de billets vendus. C'est-à-dire qu'un spectateur, en fait, si nous à l'ASA, on annonce 55 000 spectateurs, c'est pas 55 000 individus, il faut arrêter de déconner, quoi. Et quand on va dans une scène nationale, et c'est un peu partout, on regarde la composition d'un public. Un peu sans faire d'études, on voit que jusqu'à 25 ans, les gens sont là. Parce que c'est les scolaires, parce que c'est les lycéens, c'est les groupes, tout ça. Et qu'après 50 ans, ils sont là aussi. Et ils sont où, quoi? Donc, ceux qu'on va appeler les jeunes actifs, ils sont où? Pourquoi ils sont venus? Ils étaient bien. Même si ils étaient obligés de venir, mais ils n'étaient pas malheureux d'être là. Ils reviennent après, quoi. Et du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on réinvente le truc. Et pour les toucher, il faut qu'on. Et c'est pas qu'un discours, il faut qu'on réinvente notre vision. Et c'est une vision collective. Et qu'on a malheureusement perdu, je pense qu'il y a un problème générationnel, on est passé d'une génération, après village de génération, de gens qui étaient des militants de la culture pour tous, de la culture populaire, qui sont devenus des professionnels mais qui étaient avant tout des militants. On est passé à une génération, moi je suis la génération juste avant, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore de master de la culture, je suis un peu vieux. Il n'y avait pas de master, il n'y avait pas tout ça. Donc moi j'ai fait l'école de commerce, parce que il faut bien que je fasse un truc, et puis parce que, pour des conneries, parce que quand j'ai passé le bac, j'ai vu la scène de billets. C'est vachement romantique. Mais j'ai passé 2 mois juste avant le bac bloqué chez moi parce que je n'étais pas allé jusqu'au Lacus et puis j'ai un copain qui a dit ça, mon frère, il a fait l'école de commerce, et il a passé concours, il n'y a plus rien à foutre. Pendant 3 ans, c'est tranquille, j'ai dit, bah, je suis super. Puis je me suis encore ennuyé pendant longtemps, mais voilà, après, on a eu une génération de gens qui étaient formés, mais c'est-à-dire qui étaient formés à être des professionnels de la culture et qui ont raisonné on avait des gens qui raisonnaient en termes de structure et de projet, on avait des gens qui ont raisonné en termes de carrière. De plan de carrière. Et ça, c'est un peu. Finalement, ça ne fonctionne pas beaucoup. Et là, je pense qu'on arrive maintenant à un nouveau changement générationnel, c'est que la réalité fait que de toute façon, la réalité économique, la réalité fait que de toute façon, il va falloir se réinventer quelque chose, réinventer des modes de fonctionnement de relation. Et ce que Frédéric expliquait par rapport au groupement d'employeurs, justement sur des trucs en plus, sur les comédiens, ça correspond exactement à des besoins qui aujourd'hui, par exemple, un comédien intermittent, d'abord ils peinent à faire le 507 heures, les comédiens, après on leur demande de plus en plus de faire des ateliers que Pôle emploi refuse, pour eux c'est du régime général, c'est pas d'intermittence, donc ils se retrouvent avec ils peinent à faire les 507 heures, en plus
il faut qu'ils cumulent les deux statuts. Si jamais ils se plantent, après surtout dans des situations complètement kafkaïennes, si jamais ils se retrouvent dans le régime général avec les droits rechargeables, ils peuvent passer 2 ans, on leur dit surtout ne travaillez pas, vous avez 200 jours de droits rechargeables à 15 € par jour, épuisez-les, et puis après vous pourrez de nouveau. Par contre, là, si on a un système, écoute, on a un mouvement d'employeurs sur les comédiens qui ne sont pas en compagnie, qui ne tournent pas effectivement, on leur dit écoute, moi je te garantis un CDI à temps complet et tu vas faire les tournées décentralisées, tu vas faire les ateliers, etc. Là, c'est génial pour les personnes, c'est génial pour la structure parce que c'est des missions qui sont de plus en plus valorisées, de plus en plus importantes et pour lesquelles il n'y a pas plus de pognon pour autant. Et on trouve une intelligence économique et de fonctionnement qui fait qu'on peut remplir les missions, on les remplit mieux. En plus, on développe des nouvelles relations avec la société qui nous entoure parce qu'on a quand même tendance à vivre beaucoup dans notre tour de verre, dans la culture. Et bizarrement, des disciplines artistiques qui ont inventé des modes de fonctionnement un peu nouveaux, c'est des disciplines qui sont structurées, qui sont nées au moment où il n'y avait plus de pognon déjà. C'est le cirque contemporain, c'est les arts, ce qu'on appelle les arts de la rue. Il faut être obligé d'inventer des trucs. Et le cirque contemporain, qu'est-ce qu'ils font? 12 pôles nationaux d'artistes, dont des trucs qui sont des lieux de résidence. Et là, on invente une utilisation. Là où je fais ça avant, c'est la brèche, un lieu de résidence. Le mec, il a décidé à convaincre les collectivités de construire un truc, une salle qui accueille des compagnies de cirque pour qu'ils bossent. Et c'est un truc que. Et c'est de ça qu'il y a besoin, autant que de pognon, c'est d'avoir des lieux partagés. Donc c'est partagé avec par 30 compagnies différentes qui viennent tous les ans, etc. Et c'est pas un hasard si c'est ces disciplines-là qui s'inventent des nouveaux modes de fonctionnement, parce qu'il n'y avait plus de pognon pour eux. Déjà. Il y a 10 ans, parce que c'est des disciplines qui sont structurées début des années 2000. Elle, c'est la biologie du marché. Voilà. Il va falloir se réinventer des trucs. Et après, il y a une réalité économique. Nous, à l'ENSA, on a une masse salariale sur les intermittents, les techniciens pour laquelle des spectacles qui est de 250 000 € grosso modo tous les ans. Grosso modo, pardon, tous les ans. Et sur les intermittents comme ça, il n'y en a pas un. Pourtant, il y en a qui arrivent à faire 900 par an, tout. Il n'y en a pas un, si je lui dis, écoute, on va transformer ton truc, on fait un saisie, toi, il n'y en a pas un qui va me voir. Il va dire, attends, mais moi j'ai perdu vachement de revenus. Et là, du coup, comment on fait? Parce que jusqu'à présent, on s'en foutait un peu. Parce qu'on arrivait, bon an, mal an, à gérer, et puis financièrement, mais à un moment donné, on n'a plus de pouvoir. Même si des constructions consommantes ne baissent pas, parce qu'on a bâti, le théâtre, le fameux théâtre de marche, mécaniquement, ça augmente. Il y a encore un intermittent, un technicien à qui on propose un CDD et un CDD simplement parce qu'il y a le numéro d'objet derrière, il ne peut pas travailler. On refuse. Même si par ailleurs on lui propose 500 heures dans le cadre du CDD-U et on lui propose 50 dans le cadre du CDD et 50 dans le temps. Mais du coup, là on arrive un peu au bout probablement au bout d'un modèle qu'il va falloir réinventer et c'est qu'il faut réinventer aussi sur la fusion, sur pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait, à quoi on sert. Ce que tu as dit là, que je vais renforcer, c'est l'effet de génération. Moi, je pense que l'une des raisons pour lesquelles il y a trop peu de porteurs de projets là, de ces formes nouvelles, c'est que les pairs, au sens ancien, sont de nos générations. Ils ont des modèles qui sont des modèles anciens, l'association, les structures, et pour le coup, c'est pour ça que je renforce ce phénomène de génération. Il y a pour conséquence pour moi de penser que la relance et le développement de ce genre de modèle, il est dans votre génération, vraiment, de façon certaine, avec quelques sages dans cette génération qui accompagnent. Et c'est vrai que d'autre part, Sogaka, dont on parlait tout à l'heure, fait partie aussi de cette structure qui, à mon avis, à part quelques exceptions, n'ont pas joué le jeu non plus. Parce que moi-même, en tant que conseil, pendant de nombreuses années, je n'étais pas dans le modèle coopératif, j'étais dans le modèle des formations. C'est tellement plus facile. C'est pour ça que je suis pas resté. C'est tellement plus facile de conseiller les gens dans ce que tu sais déjà, de reproduire en fait ce que tu sais. Bah oui, bien sûr. Non seulement dans ce qu'on sait, mais on sait que le processus est long et que on ne sait pas si les gens pourront le mener au bout et qu'il y a une réponse opérationnelle très rapide à donner. C'est-à-dire que prendre un chemin comme ça, c'est un chemin structurel autant qu'opérationnel. C'est-à-dire qu'on change les mentalités, on change les structures, il faut prendre des procédures. Et souvent, on est obligé de dire survie, pas survie. On est souvent dans ces logiques-là, on vous appelle le tard. On vous appelle le tard, c'est-à-dire le malade est déjà venu, quand on le voit sur l'idée là, quand on est amené à intervenir. Justement, oui. J'allais vous demander en fait, est-ce que peut-être pas vous en tant que porteur de projet de ces structures déjà, mais d'autres dispositifs comme les dispositifs locaux d'accompagnement ou des bureaux d'accompagnement, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Enfin, c'est pas tout à fait pareil, mais en tout cas des structures pourraient aussi
tenir ce rôle de diffusion de ces modèles. En tout cas, à l'exception que souvent on est appelé, que ce soit le DLA ou que ce soit des bureaux de coaching, tout ça, le moment où on appelle les gens, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors que c'est au moment où on est fort qu'il faut savoir renoncer à cette position dominante. Je crois que c'est toute une gymnastique, c'est qu'on a réussi à avoir une sorte d'équilibre et à ce moment-là, quelque part, je ne sais pas si c'est un peu peut-être une autre mentalité de se dire, puisque pour moi ça va, il faut que je partage quelque chose là. De ne pas ignorer à un moment une solidarité de métier. D'ailleurs, dans l'émission de scène nationale, je suis directeur, mais à l'époque, quand je devais écrire mon projet, il y a une responsabilité professionnelle. D'ailleurs, on demande, même si je l'ai réécrit, on l'avait dans la note d'orientation, mais ce n'est pas une obligation dans les autres lieux. Il y a un moment, il y a une solidarité professionnelle. C'est-à-dire vous devez expliquer comment votre activité va être en solidarité avec l'activité générale du métier. Je ne suis pas sûr que ça soit la partie la plus lue par les tutelles, mais c'est dommage, c'est bien dommage, parce que souvent on lit déjà le désaveu, ou l'ignorant, le mépris cordial. Tout l'enjeu, c'est de faire que ce soit une idée de départ et puis une idée de rétablissement dans une situation d'urgence. Tout l'enjeu de la chose, c'est d'arriver à porter le modèle. Je ne sais pas comment faire, On pourrait contraindre. Par exemple, vous avez quelque chose qui arrive de manière générique aujourd'hui, c'est toutes les compagnies qui passent un stade structuré demandent ou un chargé de com, ou un chargé de prod, ou je ne sais pas comment ils l'appellent. Demandent ou ont besoin d'eux. Ont besoin d'eux. La réponse est toujours la précarité d'une personne par compagnie. On avait proposé au Conseil régional de Lorraine de dire que, comme à l'époque quand il existait encore, ces demandes-là, elles sont adressées systématiquement sur des fonds aidés. À Paris, c'est des emplois tremplins, dans d'autres régions, ce sont des emplois différents. Pourquoi ils répondent individuellement? Eux, si déjà ils avaient une réponse collective en disant « Écoutez, pour moi, la taille critique d'une réponse, c'est 3 compagnies. À partir du moment où vous êtes 3 à m'adresser une demande, je vais soutenir à 100% un poste, avec une méthode dégressive, comme c'est, et ça va être assorti d'un plan de formation permanente qui va être mise en place à l'intérieur du CPRDF et par la place. Ça veut dire qu'à un moment, il y a déjà les 3 compagnies, c'est ça ou rien. Voilà, déjà mieux. C'est un peu jacobin. C'est un peu jacobin, mais de temps en temps, faut essayer de montrer le chemin, quoi. Et après, personne, vous pouvez leur dire, si vous refusez, trouvez un autre partenaire financier. Mais pour moi, c'est un objectif de conseil régional, c'est qu'à un moment, je n'ai pas envie de créer des précarités où on va employer sur des CDDU des gens qui feront juste les 500 heures, à la 508e heure, elle sera payée par la solidarité collective. C'est un peu malhonnête quand même, ça. À un moment de proposer ce deal en se disant, moi je ne suis pas responsable du choix de la compagnie. On va nommer Frédéric conseiller culturel du nouveau président de la région en charge de la culture. Je vais vous lire un truc assez drôle qui y répond un peu. Pourquoi est-ce que est-ce qu'on va peut-être vers ça? Et pourquoi est-ce que la coopération c'est l'avenir? Je suis tombé sur une ONG de sociologues, c'est rigolo. Ça existe. Et qui milite. Voilà, et donc, ils font un rappel sur les origines